Donald Trump va-t-il faire trembler l'OTAN? Certains disent qu'il peut être tenté de faire exploser l'OTAN telle qu'elle existe, exploser l'Union européenne telle qu'elle existe. Monsieur le sénateur, vous nous avez rejoint. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis ravi d'être avec vous. Vous êtes Jeremy Steen, sénateur de Louisiane, trumpiste, gagnant. Vous êtes le camp des gagnants. On entendait tout à l'heure le camp des perdants. Est-ce que les Européens doivent s'attendre à payer davantage pour leur défense? Allons tout de suite au nerf. Évidemment, c'est ce que Trump et déjà Obama avant lui disait. On sait, on va savoir bientôt. Je trouve que ça va être très bien pour l'Europe si c'est le cas. C'est pas sûr qu'ils le reçoivent comme ça, si je peux me permettre. Mais écoutez, c'est pour la sécurité globale. Moi, enfin, comme on dit toujours, les politiques sont locales, c'est ça, locaux ou local? Oui, local. Local, merci. Alors, d'où je viens, sud-ouest de la Louisiane, Lac Charles, c'est là où on a beaucoup de gaz naturel liquéfié, le GNL. C'est très important non seulement pour les États-Unis et la Louisiane, mais aussi très important pour la France et l'Europe, pour la sécurité globale. Et c'est pour... si Poutine, la France, s'ils achètent le gaz naturel de la Russie, c'est pas bon pour la sécurité globale. C'est beaucoup mieux que ce soit d'un pays comme les États-Unis. Écoutez, la France, l'inquiétude de la France, je rappelle les chiffres, la France est déjà à 6% de PIB. Si elle doit se mettre au niveau des Américains, aller à 8% de déficit en PIB, ça va mal se passer. Écoutez, il y a une urgence à défendre et à créer une défense commune beaucoup plus forte. Écoutez, Sébastien Lecornu. L'OTAN, ce n'est pas qu'une alliance politique, c'est une alliance militaire dans laquelle chaque pays met à disposition des troupes, des bateaux, des avions, et que ce sont ces bateaux, ces troupes et ces avions qui participent à la mise en œuvre des plans de défense des pays membres de l'Alliance avec la solidarité qui va avec. Donc ce ne sont pas les courbes budgétaires ou les tableaux de chiffres qui protègent, qui dissuadent et qui défendent, c'est bel et bien les contributions militaires réelles. Et ça, c'est un thème que nous allons de plus en plus mettre sur la table, nous Français, au sein de l'Alliance Atlantique, c'est quelles sont vraiment les contributions de chacun et quels sont les objectifs à remplir pour être capable d'assurer et d'assumer ces différentes missions de protection et de défense. Voilà, les Européens risquent de devoir mettre plus d'hommes, plus de moyens, plus d'argent. Oui, ce serait évidemment proportionnel au retrait, alors pas total bien sûr des Américains, mais peut-être partiel. Mais d'ailleurs on a vu, c'était assez spectaculaire concernant les Européens, qu'à l'annonce de la victoire de Donald Trump, c'est tout de suite le sujet qui a émergé, parce qu'évidemment il y a la guerre sur le continent européen en Ukraine. Il y a la peur, il faut dire ce qui est, parce que les Français ont la bombe atomique, mais les Allemands, les Baltes, les Polonais, etc., leur survie même dépend des États-Unis d'Amérique, leur sécurité suprême. Alors, la question qui va être remise sur la table par les Français, qui la mettent sur la table depuis 30 ans et en vain, c'est évidemment la question de la défense européenne. C'est-à-dire une défense qui soit exercée par les Européens sans être sous le commandement d'un général américain. C'est un machin, pour l'instant, vous savez bien. Pour l'instant, c'est un machin qui revient chaque année. Ça fait, exactement. Et nos partenaires n'en veulent pas, et d'ailleurs, nos armées non plus n'en veulent pas vraiment. Mais néanmoins, la question va être posée, parce que si les Américains se retirent, il va quand même être de plus en plus difficile pour eux d'affirmer qu'ils se retirent, mais ils restent au commandement de l'OTAN. Donc il y a aussi, du côté des Américains, est-ce qu'ils voudront enfin partager le pouvoir au sein de l'OTAN? La réalité des chiffres. Il faut vraiment regarder la réalité des chiffres. La part du PIB vouée à la défense, l'effort de vos contribuables, monsieur le sénateur, les Américains, c'est 3,5% de leur PIB. Moyenne Union Européenne, c'est beaucoup moins. Et on parle là de PIB, donc c'est énorme, la différence est énorme, 1,5%. La France fait un effort louable, 2%. La Pologne, c'est le bon élève par-dessus tout pour vous les Américains, qui fait 4%. Pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, je rappelle ces informations. La très large victoire de Donald Trump, non seulement en grands électeurs, mais en vote populaire. Et maintenant Donald Trump qui, pour bien des Européens, apparaît comme une mise en cause. Les Européens devront payer bien davantage pour leur défense. Ce sont les chiffres qu'on vient de voir. Et nous avons ici un représentant du camp des gagnants, monsieur le sénateur Jeremy Steen. Quel est le message que vous portez aux Européens quand vous voyez ces chiffres-là? Alors,
La raison que je parle de gaz naturel, c'est parce que la dernière fois que Trump était en face de l'OTAN, il parlait de cette issue-là, de ce sujet-là, ce gaz naturel. Il a dit, mais pourquoi vous, l'Allemagne, vous achetez du gaz naturel de la Russie quand on a gaz naturel en Louisiane ou aux États-Unis? C'est pas juste qu'on fait beaucoup de dépenses pour votre sécurité. Vous n'achetez pas de gaz naturel pour l'autre. Maintenant, c'est clair que vous achetez maintenant notre gaz naturel liquéfié parce que les sanctions contre la Russie. Alors ça, c'est très important comme sujet. Et comme ça, on verra comment... puisque vous en parlez, monsieur le sénateur, Aurélien Hamel, notre chef d'édition, qui a les doigts d'or, il a l'archive dont vous parlez, ce moment incroyable. Trump est face aux Allemands et il est face au secrétaire général de l'OTAN de l'époque, c'est Stoltenberg, et il leur dit, ça va pas, les Allemands, vous vous gavez du gaz russe, moi je ne suis pas d'accord. Et il va falloir payer, et plutôt payer côté Atlantique et pas de l'autre côté. Écoutez-le. L'Allemagne ne paie qu'un peu plus d'1%, alors que les États-Unis paient 4,2% d'un PIB beaucoup plus important. Je pense donc que c'est également inapproprié. Vous savez, nous protégeons l'Allemagne, nous protégeons la France, nous protégeons tout le monde et pourtant nous payons beaucoup d'argent pour protéger. Cela fait des décennies que cela dure, d'autres présidents en ont parlé mais ils n'ont jamais rien fait. Parce que je pense qu'ils ne comprenaient pas le problème ou qu'ils ne voulaient pas s'en mêler. Mais je dois en parler parce que je pense que c'est très injuste pour notre pays, très injuste pour nos contribuables. Voilà, c'est exactement ce que vous voyez. Et alors ? C'est cool ça. Non, mais il est juste comme. Non, mais parce il est juste, mais ça va faire très mal au porte-monnaie des Européens, si vous me permettez. Non, parce que la France est le plus grand importateur de notre GNL en ce moment. C'est parce que Poutine, on a des sanctions contre Poutine. Alors c'est très important. Écoutez, si c'était Harris comme président. Elle a dit qu'elle va arrêter du GNL. Et si ça aurait été le cas, c'est bien pour Poutine. Alors, parce que Poutine, il gagne de l'argent quand l'Europe font le business avec eux pour le gaz naturel. Alors, restez avec nous. Pardon, je vous interromps, mais restez avec nous, monsieur le sénateur. Et on va entendre la réaction du côté des partisans de Trump. Vous représentez le pouvoir, vous, à la base aussi. Hélène Bonnet, le signal qu'on donne dans le camp de Trump en se tournant vers les alliés, quel est-il ? Mais écoutez, il correspond aux aspirations des électeurs américains qu'on a pu rencontrer ces derniers jours. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils ne veulent pas que leurs soldats soient engagés sur un terrain étranger. Ils ne veulent pas non plus que leur argent, l'argent du contribuable, serve à financer l'Ukraine, par exemple. Et donc Donald Trump, dans toute sa campagne, il n'a fait que répondre à cette aspiration-là. Ce qui est une certitude, c'est que son principe, c'est l'Amérique d'abord. La question, c'est comment ça va se traduire très concrètement. Et là, il y a raison pour les Européens de s'inquiéter. D'abord, effectivement, sur la question de l'OTAN, Donald Trump a beaucoup critiqué le manque de financement de la part de l'Europe de cette organisation. C'est qu'il ne la porte pas dans son cœur, qu'il ne porte pas de manière générale les organisations internationales dans son cœur. Donc, forcément, ça peut se traduire par un affaiblissement de l'OTAN. Autre sujet, c'est la question de l'Ukraine. Effectivement, je l'évoquais il y a quelques secondes. Donald Trump ne veut plus payer pour l'Ukraine. Son vice-président aussi a dit qu'il fallait réduire les aides et il a promis qu'il allait régler très rapidement le conflit. Forcément, ça va avoir un impact sur l'Ukraine elle-même qui va sans doute devoir négocier et ça va se traduire par des pertes territoriales, mais ça risque aussi de créer des tensions avec les alliés européens. Ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que ça ne va pas forcément faire les affaires non plus des Russes. On a vu la réaction ce matin du porte-parole du Kremlin. Il s'est montré beaucoup plus prudent. Il a expliqué qu'il jugerait Donald Trump sur ses actes et qu'il s'attendait à ce qu'il n'y ait pas de changement fondamental puisque l'administration de Washington, quel que soit le parti, était de toute façon positionnée contre les Russes. Merci beaucoup Hélène Bonnet et vous ouvrez des chapitres qu'on va développer dans quelques instants, notamment les rapports avec la Russie, la revanche de Trump contre un certain nombre de dirigeants européens
et pas seulement européens. Rappelons cette archive, c'est 2019, il y a une petite réunion, un impromptu où se trouvent Justin Trudeau, Emmanuel Macron et Mark Rutte. À l'époque, il était Premier ministre néerlandais, il est devenu secrétaire général de l'OTAN. Et il se moque un peu de Trump. Ce serait trop long de tout rappeler, mais Trump réagit en disant « Ah, Trudeau, tu es hypocrite en fait, hein, c'est le mot qu'il a utilisé. En réalité, ton problème, c'est que tu n'es pas content, ça va te faire mal aux dents de payer plus. » Et effectivement, c'est le message que vont recevoir Emmanuel Macron, Mark Rutte, Justin Trudeau. Il va falloir payer plus. Oui, il va falloir payer plus, mais honnêtement, je pense que le sujet va bien au-delà des questions d'argent. Hein, parce que derrière l'OTAN, de nouveau, c'est la crédibilité de la garantie américaine. Est-ce que Trump ne va pas quitter l'OTAN? Et Trump va essayer d'arracher. Alors, on va voir chaque pays européen va sortir 10 milliards, 7 milliards. Ça va être un peu du marchandage de tapis. Moi, j'ai vécu ça déjà entre 2017 et 2021. Chaque nouveau président qui venait à Washington essayait de montrer qu'il avait dépensé plus. Mais pardon, est-ce que ça n'est pas justice? Vous êtes contribuable français. Pourquoi le contribuable de Louisiane, de monsieur le sénateur, devrait payer plus pour la défense que vous? Parce que c'est l'intérêt des États-Unis, c'est les États-Unis qui l'ont décidé. C'est pas nous qui leur avons demandé de dépenser plus. C'est eux qui ont considéré que leur intérêt national est... Mais pourquoi l'OTAN? Pourquoi la contribution à l'OTAN? Parce que les États-Unis considèrent que l'OTAN est une manière d'exercer l'influence sur le continent le plus riche du monde. C'est quand même fort. Honnêtement, ce n'est pas nous qui sommes responsables du budget militaire des États-Unis. Ce sont les États-Unis qui l'ont décidé. Eh bien, bravo les États-Unis. Ça les regarde. Répondez, monsieur le sénateur, répondez à ce Français là qui vous provoque en vous disant vous êtes impérial. Ben, écoutez, c'est le legacy de Deuxième Guerre mondiale. Je sais pas. L'héritage de la Seconde Guerre mondiale, effectivement. C'est ça. Alors, vous avez débarqué. C'est ça. Mais peut-être maintenant c'est le temps de regarder tout cela. L'inquiétude à l'OTAN. Camille Grand, vous êtes ancien secrétaire général de l'OTAN. Évidemment, on sent, il y a presque un vent de panique. Sous l'apparence un peu diplomatique, on va travailler ensemble. Beaucoup d'inquiétude. Forcément beaucoup d'inquiétudes. Les alliés ont vécu assez difficilement la première séquence Trump et donc l'idée de le voir revenir provoque beaucoup d'inquiétudes. La grosse différence par rapport au précédent mandat, c'est qu'il y a une guerre en Europe et donc une cité tout à fait différente par rapport à la situation qui a été vécue entre 2017 et 2021. Que si on écoute les Trumpistes, c'est toujours intéressant de se confronter aux avis de l'autre. Ils vous rétorquent, mais pendant que Trump luttait contre Nord Stream, lui était pour renforcer les sanctions de Nord Stream. Beaucoup d'Européens se gavaient de gaz russe et ont donné beaucoup d'argent à la Russie, qui paye aujourd'hui les missiles qui arrivent sur les Ukrainiens. Donc les leçons de morale, disent les Trumpistes, vous pouvez vous les garder. Alors, les Trumpistes et Trump lui-même ont une relation très complexe à l'OTAN, qui est fondamentalement transactionnelle, qui consiste à dire nous devons obtenir de nos alliés une compensation pour la protection américaine, alors que les alliés ont une vision beaucoup plus traditionnelle de l'Alliance Atlantique. Donc on est vraiment dans quelque chose de compliqué, qui ne sera pas forcément facile à stabiliser. Il est possible que ce soit aussi simple ou je dirais aussi gérable que dans le premier mandat, mais il est également tout à fait possible qu'on soit confronté très rapidement à une crise transatlantique majeure, notamment autour de l'Ukraine. Merci beaucoup Camille Grand. Est-ce qu'il y aura les faillots? On voit déjà un certain nombre de pays qui disent « Ah mais nous on est très contents de ça ». Les Polonais, les Baltes aussi. Les Baltes disent « Nous on est très contents de la couverture américaine aux autres de payer autant que nous ». Et ils ont raison. Les Polonais ils payent 4% de leur PIB. C'est vrai, mais en même temps, ça peut être une grande faiblesse de l'Europe, ça peut être une division entre les pays de l'Europe, parce que tous n'auront pas forcément la même lecture, tous ne voudront pas effectivement peut-être payer ou ne pourront pas payer à cette hauteur-là. D'ailleurs,
comme l'a dit Monsieur l'ambassadeur, c'est une décision des Américains. Et donc on va voir effectivement quels sont les Européens qui de ce fait vont se dire que plus que jamais il faut réussir à construire cette Europe et qu'elle soit solidaire, ou si en effet chacun de son côté va jouer les faillots, pour reprendre votre expression, et va venir à Canossa, va venir à Washington en disant faisons un deal avec Donald Trump. C'était le mot terrible de Gérard Araud, qui est le plus méchant sur ces plateaux, c'est ce qui fait son charme. Il disait ils vont ramper. Oui, c'est le mot que vous avez utilisé. Ils vont ramper. En ordre dispersé. Et notamment les Allemands, évidemment, c'est eux les premiers accusés en général. En général, oui. Et il y a toujours de bonnes raisons. À juste titre. Oui, vraiment. Alors, pas d'antigermanisme primaire. Il y a déjà l'antigermanisme de votre candidat, M. Trump, de votre président, donc attention. Exactement. Non, mais de nouveau, moi j'insiste, il y a cette question d'argent. Cette question d'argent, d'ailleurs, elle est légitime aussi, parce que le problème des pays européens, c'est qu'ils ont chacun quand même des intérêts stratégiques différents. Si vous êtes au Portugal, vous avez tout à fait le droit de ne pas sentir une menace russe et de vous dire, mais pourquoi est-ce que je dois dépenser plus pour ma défense? Vous voyez, il y a aussi des sentiments liés à la géographie. Que la Pologne dépense 4% de son PIB, je pense que si la France était dans sa situation géographique, elle en ferait autant. Parce qu'évidemment, il y a l'ennemi traditionnel, héréditaire qui est là et qui est agressif.